la solution, c'est pas de se débarrasser de tous ces problèmes. La solution, c'est de choisir les problèmes que tu veux avoir dans ta vie. Il s'est lancé en 2012, 6 ans plus tard, il a cumulé plus de 300 000 € de vente de formation à lui tout seul. Il nous fait rêver en faisant des vidéos autour du monde, Corée du Sud, Sri Lanka, Cambodge, Pérou, Bulgarie, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Canada, États-Unis, je pense que je dois en oublier. Je suis super content de rencontrer Antoine BM parce que on a les mêmes mentors, Jean Rivière, Oussama Hamar, Alexandre Astier, Steve Jobs, sauf que moi j'en ai un de plus que lui, il s'appelle Antoine BM. Comment ça va? Ça va, bah super, très élogieux comme présentation. En tout cas, j'ai plein de questions à te poser. Vas-y. Mais en fait, j'ai surtout des questions d'abonnés, parce que j'ai demandé à mes abonnés ouais, c'est pas con ça. Quelles questions ils aimeraient te poser en fait. C'est quoi pour toi un gourou? Grosse question directe. Ça commence d'habitude c'est présente-toi, raconte ton histoire, tu peux te mettre en jambe. C'est pas un goût. Après tu peux te présenter. Hein. Oui, non, mais bon, si les gens posent des questions, c'est qu'il y en a une certaine partie qui doivent me connaître. Tu m'as bien présenté. Un gourou, c'est, je sais pas, c'est... Je pense, enfin moi j'ai des gourous, après tu sais il y a gourou et gourou, il y a gourou la mauvaise façon de voir les choses, c'est en mode gourou de secte, le gars qui essaie d'arnaquer tout le monde et profiter de son influence. Et il y a le gourou dans le sens, un gars qui t'inspire énormément, où tu as l'impression que en fait où tu cherches plus que ce qu'il donne. Pour moi c'est ça. Moi j'en ai plein, tu vois, comme toi, enfin plus des mentors je dirais. Mais tu vois, c'est des gens, ils vont te parler par exemple de marketing, et toi tu vas trouver ça tellement intéressant, et ça va tellement faire écho avec ce que toi tu as dans la tête, que tu vas vouloir qu'ils te parlent de trucs. Tu vas vouloir qu'ils te parlent de qu'est-ce qu'ils font le matin, qu'est-ce qu'ils mangent au petit-déj, qu'est-ce qui, je sais pas, comment ils gèrent leur vie de couple, tous ces trucs là qui n'ont rien à voir avec le marketing. Mais en fait toi ça va t'intéresser parce que le gars a une influence qui dépasse l'influence de son propre domaine. Et je trouve ça intéressant à la fois d'un point de vue de personne qui a ses propres gourous, tu vois, parce que c'est vrai que je suis fasciné par la relation que j'ai avec ces gens-là, et en même temps pour la personne qui a envie de devenir un influenceur ou qui a envie de vivre de son contenu, parce que si tu arrives à créer cette relation-là avec certaines personnes, c'est une relation qui va au-delà de ce que tu racontes, de ta thématique, tu t'es sûr d'avoir des clients pour la vie, quoi. Ouais, tu peux te mettre dans ses pompes quelque part, ou en tout cas tu peux vivre un peu sa vie et comprendre les mécanismes qui l'ont fait amener à faire ce qu'il fait finalement. Ouais, et puis il y a un côté inspirant aussi, moi j'aime bien, tu vois, les gens qui nous inspirent le plus, c'est pas les gens les plus riches, c'est pas les gens les plus, tu vois, ou qui ont toujours les princes, tu vois, c'est pas ça. Les gens qui nous inspirent le plus, c'est les gens qui sont partis du point où on est aujourd'hui, qui étaient comme nous et qui ont créé quelque chose qui nous paraît extraordinaire. En fait, c'est ça qui est vraiment inspirant, c'est quelqu'un de normal en fait, quelqu'un comme toi et moi, qui crée quelque chose d'exceptionnel. Et toutes les bonnes histoires, c'est ça. C'est un type lambda ou un type, tu vois, qui il arrive plein de problèmes. Regarde, tu vois, Spider-Man, on montre toujours au début le mec qui rate son bus, qui a plein de problèmes, le type lambda, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, il se trouve qu'il a des super pouvoirs. Ouais, c'est un héros que tu arrives à t'identifier, quoi. Et du coup, tu disais que tu avais des papas virtuels, donc 2 papas virtuels, un qui est au Cambodge et qui parle d'autosuffisance, de vie en autarcie dans la campagne, et un autre qui parle de croissance et qui organise des grosses fêtes à Paris pour les entrepreneurs. Est-ce que c'est 2 visions qui ne sont pas un peu contradictoires Est-ce que c'est possible d'avoir des moi j'ai plein comme de contradictions, tu vois. Franchement, je suis la personne que je connais qui a le plus de contradictions. Je suis d'accord avec plein de gens qui n'ont rien à voir les uns entre eux, même des gens qui sont ennemis les uns avec les autres. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants à prendre de chacun. Après, ouais, y a des, tu vois, j'aime bien le terme papa virtuel. Évidemment, ça remplace pas un vrai papa, mais quand je dis papa virtuel, c'est une métaphore pour dire c'est des gens sur lesquels tu vas suivre la route, qui vont t'inspirer, tu vois. Et ce qui est intéressant avec un papa, justement, c'est que ce qu'on prend, enfin, tu vois, la meilleure chose à faire avec un père, c'est d'essayer de prendre le meilleur de ce qu'il peut t'apporter. Tu vois, tout le monde a des défauts, des qualités,
Et ce qu'on va essayer de faire, évidemment, c'est pas de devenir une copie conforme de lui parce que ça n'a pas un grand intérêt. C'est pas non plus de tout rejeter en bloc parce qu'il y a forcément des choses bonnes qu'il a à t'apporter. C'est d'essayer de prendre le meilleur, de dire ok, ça c'est génial, il m'a apporté tel et tel et tel truc et c'est des trucs extraordinaires que j'ai envie de garder toute ma vie. Et puis ça et ça, c'est moins bien et j'ai pas envie de lui ressembler dans ce cas-là. Et ben c'est un peu ça. Ces gens-là, tu vois, je sais pas, par exemple, Oussama Ammar, tu me dis un gros qui fait des fêtes tout le temps, bon bah c'est sûr que je lui prendrai pas des conseils de nutrition, tu vois, mais c'est pas grave parce que ce mec-là a un tellement pur mindset de dingue en termes d'entrepreneuriat, d'esprit de conquérant, de start-up, de pragmatisme. D'éloquence aussi, de façon d'expliquer les choses qui est fascinante, qui est que je m'en fous en fait. Je vais pas suivre ses conseils de régime, mais je vais suivre ses conseils de start-up. Et Thierry Callas-Novas, je vais pas suivre ses conseils de start-up, bien qu'il pourra en donner quelques-uns parce qu'il a monté un truc pas mal aussi, mais je vais suivre ses conseils de bouffe. C'est ça en fait le mieux que tu puisses faire. On cherche souvent, tu sais, c'est ça le problème aussi avec les gourous, c'est qu'on veut à tout prix être d'accord à 100% avec eux. Et il y a forcément un jour où on est déçu. Il y a forcément un jour où on se rend compte que le type, merde, pourquoi t'as dit ça quoi? Ou pourquoi t'as dit que tu ferais ça? Ou pourquoi tu fais ça? Tu vois, et on a un sentiment d'être trahi. Alors qu'en vrai, on ne devrait pas, parce que c'est des êtres humains. Et c'est ça en fait le problème de la gouroutisation, c'est qu'au bout d'un moment, ces gens-là, on les considère plus comme des êtres humains, on les considère comme des dieux, comme des modèles. Et on prend modèle pour tout. Comme je te disais tout à l'heure, on va avoir envie de savoir ce qu'ils bouffent le matin et tout. Et parfois, ils peuvent se planter. Ouais, puis des fois, quand tu les rencontres, t'es un peu déçu même. Ouais, en fait, il faut juste garder à l'idée que c'est juste des êtres humains qui sont exceptionnels dans un domaine et il faut essayer de prendre le meilleur pour soi. C'est ça qu'on peut s'apporter en tant qu'être humain, c'est de prendre le meilleur, on va pas prendre les défauts des autres, tu vois, l'objectif c'est de prendre leur qualité. Ok, super. Et du coup, Oussama, il dit qu'il y a plus d'incubateurs que d'incubés actuellement. Tu penses quoi justement de ce truc-là, de la saturation du marché vis-à-vis de... Je suis totalement d'accord avec lui. Moi j'adore quand il dit des trucs pareils. Parce que moi j'ai été dans une école de commerce, 3 ans. Et c'était typiquement l'ambiance où on considère que les startups c'est mignon, que c'est bien, alors que ça n'a rien de bien, tu vois, tout dépend ce que tu fais avec, mais une startup en soi c'est pas bien, c'est neutre, c'est un outil. On encourage les gens à faire des startups et on les traite comme des enfants, tu vois. D'ailleurs le mot incubateur est très révélateur de ça parce qu'incubateur c'est quoi? On met des œufs sous une lampe chaude en gros pour les faire éclore. Donc c'est vraiment, on considère les entrepreneurs comme des œufs, comme des petites choses fragiles qu'il faut absolument protéger. Alors que moi je pense que c'est l'inverse en fait. L'entrepreneur il doit se prendre des murs, il doit galérer en fait. S'il galère pas et qu'il a les résultats facilement, il va se reposer sur ses lauriers, il va pas viser haut, il va au moindre problème, il va échouer, il va faire faillite. Il faut que dès le début ce soit rude, il faut que la barrière à l'entrée elle reste importante. Et moi dans mon école de commerce par exemple, il n'y avait aucune barrière à l'entrée, tu vois. Nous on a lancé une boîte avec des potes pour s'amuser, tu vois. C'était n'importe quoi, on n'avait pas du tout les compétences, on n'avait rien, le truc était hyper ambitieux, mais tu vois on n'avait pas du tout le niveau et on n'aurait jamais dû faire ça. Bon on l'a fait et je regrette rien parce que ça nous a appris des choses. C'était quoi comme boîte? Mais évidemment on n'aurait jamais dû faire ça. En fait on voulait créer une coque pour smartphone, c'est un truc super chelou, qui se mettait à sonner très très fort si quelqu'un volait ton smartphone et partait avec. C'était à l'époque en plus où il n'y avait pas tous les trucs de sécurité sur les smartphones, ça se faisait beaucoup voler, donc il y avait ce problème, on voulait le résoudre comme ça, on a fait des concours de start-up, on n'a rien fait, on est juste monté sur scène, on a pitché pendant 2 minutes, on a gagné 25 000 €. Les gens nous ont donné 25 000 €. C'est là où tu as pitché pour Xavier Niel du coup. Exactement, ils nous ont donné 25 000 € juste parce qu'on était mignons et qu'on avait un joli projet. Mais derrière il n'y avait rien, c'était du vent, c'était du vide, rien du tout. Et finalement, c'est ça le problème, tu vois, c'est que moi j'ai découvert à ce moment-là qu'en fait le truc qui pouvait le mieux marcher pour moi, c'était pas de lancer ça, c'était de lancer le petit truc que je faisais à côté pour lequel j'avais aucun soutien, pour lequel personne trouvait ça impressionnant, personne trouvait ça mignon, personne me donnait de l'argent, ce qui était mon blog, tu vois, à l'époque, et c'est ça qui a marché. Donc moi je suis complètement d'accord, j'adore quand il dit ça, Oussama Ammar, il remet vraiment les gens à leur place en disant mais arrêtez d'essayer. Par exemple il disait, je vais peut-être mal reprendre les trucs, je vais essayer de pas me planter, mais il disait j'étais au Liban parce que lui il est libanais d'origine. Et il y a un ministre ou je sais pas quoi qui vient me voir et qui dit qu'est-ce que je peux faire pour les startups. Et il répond au ministre, commencez par nettoyer les poubelles dans les rues, tu vois. Commencez par ramasser les poubelles parce que les rues sont dégueulasses. Et il a complètement raison, chacun son boulot, tu vois. Le boulot de l'État, c'est de s'occuper de la sécurité, les fonctions régaliennes, faire en sorte que les rues soient propres, et puis c'est marre, tu vois. Et le boulot des entrepreneurs, c'est de monter une boîte, et le boulot d'une boîte comme The Family, c'est de les aider, mais de les aider pas en les traitant comme des petites choses fragiles et mignonnes, mais les aider en faisant une grosse sélection, en disant ok, toi tu as un bon mindset et je vais te donner le maximum, et puis les aider avec un intérêt personnel aussi. Le problème de l'État, c'est qu'ils s'en foutent. Ils ont tellement, tu vois, ces grosses institutions, elles ont des énormes budgets, elles savent pas quoi en faire, elles les mettent n'importe où parce que c'est mignon, parce qu'il y a des. Mais une boîte comme The Family, c'est une boîte privée et c'est très bien parce que comme c'est une boîte privée, leur objectif c'est de faire de l'argent. Et donc s'ils veulent faire de l'argent,
et il faut qu'ils investissent dans les bonnes startups et ils ont beaucoup plus de chances de réussir. Quand tu as un intérêt dans le truc, tu as plus de chances que ça réussisse. Ouais, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai lancé ma chaîne YouTube à la fin de mes 3 années d'école de commerce, où j'ai décidé de me mettre à plein temps dessus, faire une année de césure, partir faire le tour du monde, enfin pas le tour du monde mais voyager pendant 6 mois. Et là j'ai fait des vidéos YouTube tous les jours. Ouais, donc il s'est passé quand même un bon bout de temps entre... Ouais. La vidéo c'était pas évident au début. Hein. En plus, moi je fais très jeune, tu vois, les gens souvent je leur dis que j'ai 24 ans, ils me croient pas. Ouais. Quand je peux dire que quand j'en avais 18, c'était encore pire tu sais, je faisais 14 ans quoi. Et donc quand t'es là, t'as 14 ans, en plus à l'époque j'avais un problème de dents, tu vois, je te rends compte, j'ai un appareil dentaire à 20 ans, tu vois, ce qui est la honte parce que tout le monde l'a à 13 ans, moi j'ai à 20 ans, parce que j'avais un problème de dentition, je savais pas très bien parler, je zozotais un petit peu, j'étais pas à l'aise, et quand t'es là, tu te mets devant une caméra, j'étais dans ma chambre en plus, tu vois, avec mes posters, mes trucs de gamin derrière, et t'es là et t'essayes de vendre quelque chose. Question crédibilité, la barre est quand même assez haute, tu vois. La barre est quand même assez... Enfin, c'est difficile, quoi. T'es en bas. T'as la marge de progression. Donc je suis content d'avoir commencé par le blog, parce que c'était plus facile pour moi à l'écrit. À l'écrit, tu es quand même derrière, tu peux avoir un masque. Bien que j'ai assumé mon âge, tu vois, mais à l'écrit, tu peux paraître plus mature à l'écrit qu'en vidéo, c'est ça que je veux dire. Et après seulement, quand je me suis dit, bon là c'est bon, je pense que je peux le faire, je me suis lancé en vidéo. Et au début, j'étais nul, hein. Quand je regarde mes premières vidéos, voilà, ça fait pas sérieux, je trouve. Ouais, et aujourd'hui encore, bon, tu vois, il a fallu en faire vraiment beaucoup pour progresser, hein. C'est la répétition. Et du coup, pour progresser, tu as dû, j'imagine, acheter pas mal de formations. Tu sais estimer à peu près tout ce que tu as investi en formation? Est-ce que c'est entre 0 et 1000, plus de 1000, 10 000? Ah, j'ai beaucoup d'argent. Hein. En tout, en même temps, ça fait 7 ans, 6-7 ans que je fais ça. Donc en 6-7 ans, j'en sais rien, vraiment j'en sais rien, mais j'ai acheté beaucoup, j'ai acheté peut-être pour 10 000 € de formation. 10 000 € de formation. Enfin sur 7 ans, ça fait pas tant que ça. Ouais, ça fait pas tant que ça. J'aurais pu en acheter beaucoup plus. Ouais. Du coup, t'es passé par une phase, j'imagine, t'es passé par une phase, j'imagine, c'est difficile à dire, où t'as vendu peut-être, où t'as essayé de vendre plusieurs formations qui n'ont pas fonctionné. Ouais, bah ça m'arrive toujours de temps en temps. Hein. Mais genre 0 vente, ça t'est arrivé, ou quand tu dis pas fonctionner, ça veut dire juste 2-3 ventes? Non, 0 vente, je crois pas. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions. Enfin, forcément, quand tu sors des produits toutes les 2 semaines, tu as des produits qui marchent pas, faut tester des trucs. En fait, le pire, c'est quand tu penses que ça va très bien marcher, tu crois connaître ton audience, tu crois savoir que tu as appuyé sur les bons leviers, et en fait, tu fais 5-6 ventes. Et à un moment où moi, j'avais déjà une bonne audience, j'avais plusieurs milliers de personnes qui me suivaient, tu vois. Donc c'est un peu dur. Bon, aujourd'hui c'est quand même un échec, aujourd'hui c'est quand même plus que ça, parce que j'ai bien, enfin tu vois, ça fait 3 ans que je communique avec cette audience, j'ai des gens qui me connaissent bien, puis il y a aussi des gens, il y a un moment où plus tu avances et plus les gens te suivent depuis longtemps, moins tu as d'efforts marketing à faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi je sais parce que moi-même je suis client de personnes comme ça, où dès qu'ils sortent un produit et que le titre de la vidéo ou le titre du produit te plaît ou t'attire un petit peu, tu l'achètes en fait. T'as même plus besoin de regarder l'argumentaire de vente, parce que tu connais déjà la personne, tu es déjà client chez elle, et tu sais que ça va être bien. Tout ce que tu as la curiosité de savoir, tiens, aujourd'hui il parle de tel truc, j'ai envie de savoir ce qu'il dit, allez hop, je paye. Et puis c'est beaucoup plus facile de vendre à des clients que tu as déjà vendus que de vendre à des bien sûr, clients. Bah, c'est ça aussi la clé. Moi je suis pas vraiment dans ces trucs de faire beaucoup de pub Facebook, de faire des tunnels de vente. Aujourd'hui j'en fais de la pub Facebook, je teste des trucs, mais c'est juste pour faire des tests plus qu'autre chose. Et pour faire grossir ma mailing list. Mais le truc de faire des gros lancements, tu vois, avec des grosses pages de vente, tu vas essayer de convaincre beaucoup de gens qui te connaissent pas en un minimum de temps. C'est quand même fragile, tu vois, c'est quand même... Moi j'aime bien la solidité d'une relation long terme, que ce soit d'ailleurs dans mon business ou dans ma vie, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup au quotidien. Et je t'assure qu'aujourd'hui, dans mon business, je suis très confiant par rapport à l'avenir, tu vois. Parce que ça fait 3 ans, même en tout ça fait 6 ans, mais on va dire que ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui me payent toutes les semaines pour m'entendre parler. Ces gens-là, ils vont pas, tu vois, il y a des gens qui me suivent depuis plusieurs années, ils vont pas tous disparaître en un claquement de doigts. À moins que je sache plus parler, que je sois plus capable de créer du contenu. Ça te rend très résistant en fait. Tu peux faire des conneries, tu peux, je sais pas, dire une connerie une fois ou faire... Mais c'est quand même un métier qui te rend vraiment résistant. Parce que quand tu as déjà aidé les gens par le passé, les gens ils associent une émotion au fait de te regarder. Voilà, si par exemple, je sais pas, le gars il a commencé à vivre de son activité grâce à une de mes formations, tu vois. Et ben, il va associer ce sentiment de joie intense de commencer à être autonome, à être libre, à ne plus avoir de patron, à voyager, à vivre de son activité, qui est une joie immense, tu vois, la première fois que tu le vis, à cette formation-là, à une époque où il me suivait moi.
Et donc ça veut pas dire qu'il va me suivre toute ma vie, mais ça veut dire que ça va être plus difficile ça va être plus facile un type comme ça de le convaincre de racheter une formation plutôt qu'un gars random qui vient d'une pub Facebook qui a cliqué il y a 2 minutes, tu vois. Ça, c'est clair. Et du coup, quand tu étais dans ta période où tu n'étais pas comme maintenant avec des formations qui se vendent bien et tout ça, est-ce que tu t'es mis à penser à des autres stratégies, notamment de la prestation de service, autre chose que je veux dire du coaching et de la formation? Est-ce que tu as fait de la prestation de service justement? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de filmer, c'est que c'est difficile quand on a un truc qui marche bien de tester un truc radicalement différent en étant quasiment sûr que ça va beaucoup moins bien marcher, en tout cas au début. Je vois pas vraiment pourquoi, tu vois, quel genre de service est-ce que je pourrais vendre finalement. J'ai pensé montage vidéo ou choses comme ça, je pense. Je sais pas. J'ai pensé, ça c'est des trucs que j'aurais pu faire au début, tu vois, mais ça m'aurait éloigné de mon objectif. À partir du moment où je commençais à vivre de ça et que j'avais vraiment envie de vivre de ça, ça aurait été un peu absurde d'abandonner ça et de faire autre chose, tu vois, ou de le faire moins en divisant mon attention. Moi j'ai beaucoup de mal à diviser mon attention, j'ai vraiment besoin de me focus sur une seule chose. Donc c'est pas, pour moi c'est pas une bonne idée. Après il y a des gens pour qui ça fonctionne bien, qui arrivent à faire plusieurs choses, mais de manière générale ce que je vois chez les gens, c'est que si cet objectif de vivre de leur contenu il est secondaire, leur chance d'y arriver chute de x10. Mais sérieusement, tu vois, les gens qui ont un boulot dans lequel ils sont confortables n'arrivent pas à monter un business en ligne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de compétences que les autres, ça veut juste dire qu'ils n'en ont pas suffisamment besoin. Après, c'est un parcours très long aussi d'arriver à certains résultats. Ça donc peut-être que pendant cette période où il n'y a pas suffisamment de revenus pour vivre, tu es forcément tenté de faire des activités à côté. Tu n'as pas le choix aussi, on ne va pas se mentir, hein, c'est sûr. Du coup, on parlait des vidéos que tu as produites ou un peu genre en mode radical. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu regrettes d'avoir produites? Par exemple celle dans lesquelles tu parles politique ou celle, tu as retiré une qui parle de Thibaut InShape, je crois? Non. Non, tu l'avais pas retiré. Il me semblait qu'il y en avait une que tu avais retirée, une grosse... J'en ai retiré. Ouais. Je regrette certaines vidéos. Ouais. Il y a des vidéos dans lesquelles j'ai trop essayé de pousser les limites, des choses que je ne ferais plus aujourd'hui. Des choses que j'ai dit où c'est pas vraiment moi, tu vois, quand je les regarde, j'aime pas me réécouter, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui font de la vidéo. Parfois on se réécoute et on se dit c'est pas moi, tu vois, j'aurais pas dit ça. En fait, la bonne question à se poser, c'est de se dire est-ce que j'aurais pas de gêne si je montrais ça à ma mère? C'est une super question à se poser. Par exemple, si tu as tendance dans ta vidéo à dire pas mal de mots vulgaires, tu vas dire pas mal de vulgarité, pose-toi la question, est-ce que je pourrais la regarder avec ma mère et ne pas être gêné? Et si ça passe ce filtre-là, alors après des gens n'ont pas tous les mêmes relations avec leur mère, mais si ça passe ce filtre-là, moi je me dis, ça va, tu vois. Et je sais que ma mère regarde toutes mes vidéos et lit tous mes mails, tu vois, ça m'arrange pas forcément, mais en même temps, je me dis, ça me fait un filtre et ça m'oblige à pas être trop grossier, à pas aller trop loin. Bon, après, il y a des gens qui sont, on voit bien surtout sur YouTube, il y a des gens qui se mettent aucune limite, hein, mais moi j'ai pas envie d'être comme ça. Je veux dire, c'est pas moi. Et je pense que se créer un personnage, c'est bien, c'est intéressant, mais si c'est pour en faire un personnage moins bien que soi-même, c'est dommage. D'accord. Mais oui, bien sûr, il y a des vidéos que je regrette, d'autres que je regrette. Du coup, tu en as supprimé beaucoup de vidéos? Non, pas beaucoup. Peut-être 3-4. D'accord. Mais là, je vais bientôt. Enfin, faut pas que je dise ça parce qu'après, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir en télécharger ou je sais pas. Mais je vais bientôt en retirer pas mal. Ok. Du coup, toi, tu es vachement côté minimalisme, en faire moins possible, 80-20, on appelle ça. C'est pas en faire moins possible, c'est me concentrer au maximum sur un minimum de choses. Oui, c'est ça. C'est ça, 80-20. Oui, c'est 80-20. Sur Internet, on en parlait tout à l'heure, il y a deux stratégies justement pour vendre des formations. Il y a celle où on fait plein de petites formations et du coup, on les vend toutes les semaines, ou soit on en fait une grosse et on fait de la promo pour cette grosse formation. Du coup, pourquoi choisir de fabriquer des formations toutes les semaines alors que justement ton mode de vie c'est de te concentrer sur ce qui est le plus efficace? Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de contradiction dans le sens où devoir en faire toutes les semaines des formations contre celui qui en fait qu'une seule fois et puis après c'est fini et il fait que de la promo sur ça. Alors l'idée c'est pas, pour moi l'idée c'est pas de se débarrasser des trucs, c'est de se débarrasser des trucs que tu n'aimes pas et qui apportent pas de valeur dans ton business. Il y en a plein, hein. Quand tu es entrepreneur, il y a 1 milliard de trucs qui te tombent dessus, que tu n'aimes pas faire, qui apportent pas de valeur dans ton business.
Donc ça, j'essaie de m'en débarrasser au maximum. Les formations, c'est mon boulot principal, tu vois. Même tout le reste, les mails et tout, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ce que je vends. Si j'ai pas de produit à vendre, je fais zéro, tu vois. Donc même si j'ai 10 personnes qui me suivent, je peux gagner ma vie, tu vois. Pas 10, mais avec 100 personnes ou 200, je peux gagner ma vie, tu vois. Par contre, si j'ai aucun produit, aucune offre, c'est zéro. Je gagne rien du tout. Donc moi, un des trucs les plus importants, c'est mes formations, c'est mes produits. Donc j'ai pas envie d'avoir une optique où je m'en débarrasse, j'ai envie au contraire de les intégrer dans mon quotidien. Parce que le problème quand tu essaies de te débarrasser des choses, c'est que même si tu aimes ça, si tu essaies de tout concentrer sur 2 semaines, tu le fais à fond, puis ensuite tu t'en débarrasses, tu passes à autre chose, tu vas te mettre à le détester en fait. Si tu agis avec le truc comme si tu le détestais, tu vas finir par réellement le détester, ça j'en suis convaincu. Alors que si tu agis avec le truc comme si tu l'aimais bien, par exemple si tu fais ton mail le matin en te posant tranquillement avec ton petit café à la terrasse d'un café comme ça, tu vois, avec une belle vue détendue, tu prends du plaisir, et ben ça va être beaucoup plus agréable à faire et tu vas devenir ami de cette tâche-là. Pareil, même les trucs chiants, je sais pas, si t'aimes pas faire de la compta, bah, si tu fais pareil la compta dans de bonnes conditions et que tu te dis voilà, je vais en faire un petit peu tous les jours, je vais me mettre posé bien avec un logiciel que j'aime, avec un ordinateur agréable à utiliser, tu risques de finir par aimer ça. Et ben c'est pareil avec les formations. Moi j'ai pas envie de devenir ennemi de ce qui m'apporte le plus gros de valeur dans mon activité et ce qui aide le plus les gens qui me suivent. Donc j'ai décidé de le faire par petits bouts. Et puis pour plein d'autres raisons dont je parle très souvent dans mes mails et dans mes formations d'ailleurs, le fait que ce soit plus facile de devenir bon dans un truc quand tu le fais régulièrement, le fait que tu aies beaucoup plus de données sur ce qui marche et sur ce qui marche pas quand tu sors beaucoup d'offres plutôt que quand tu sors une seule, le fait que tu aies beaucoup plus de sécurité à sortir des petits produits très régulièrement parce que s'il y en a un qui marche pas, tu peux en lancer un qui marche la semaine suivante, alors que si tu lances un énorme machin que tu mises tout dessus et que ça marche pas, bah, t'es marre pour 6 mois. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles je préfère travailler comme ça. Maintenant, chacun son style. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fonction après de ce que tu aimes faire aussi dans ton business et ce qui te rapporte le plus. Ouais. Du coup, la douleur liée à l'école, la retraite, le week-end et tout ça, tu dirais que c'est ça la clé de ta réussite, d'avoir trouvé les douleurs de ton audience et de pouvoir appuyer dessus? Si tu vends, c'est important de connaître les gens à qui tu vends des produits et c'est important de connaître quels sont leurs grands rêves, leurs grands désirs et leurs grands problèmes, les choses qu'ils n'aiment pas, tu vois. Et moi je le sais parce que je l'ai vécu et parce que les gens me le disent que parmi les gens qui me suivent, la plupart des gens qui ont vraiment envie de gagner leur vie sur le web, c'est pas des gens qui sont assoiffés d'argent, c'est pas des gens qui sont passionnés non plus par ça, tu vois. C'est avant tout des gens qui n'ont pas envie de vivre une vie comme les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que tu arrives dans la société, déjà à l'école, on dit quel métier tu devras faire plus tard, donc il faut forcément choisir parmi les options qu'on te donne, on ne te propose pas de créer le tien. Ou si on te propose de créer le tien, on te parle de start-up, de trucs infernal, tu vois, où tu t'enfermes dedans pendant 20 ans. Et du coup, il y a un blanc en fait, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne fitent pas, qui ne rentrent pas dans ces cases-là et qui se retrouvent sans rien. Et moi, ce que je fais, c'est que je propose quelque chose à ces gens-là. Toi, tu as trouvé un blanc, un espace vide et tu t'es mis dedans. J'ai créé mon job. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui peuvent créer leur job. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec Internet. C'est ça qui est génial. C'est que tu peux créer du contenu dans n'importe quelle thématique. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Souvent, les États-Unis ont des ans d'avance sur nous dans toutes ces choses-là. Il n'y a pas une thématique où il n'y a pas un expert sur YouTube qui fait plein de vues et qui gagne sa vie grâce à ça. Ça n'existe pas. Alors qu'en France, il y en a plein. Tu vois. En France, il y a plein de thématiques. Alors, il y a énormément de gens dans le marketing, dans le développement personnel, dans la séduction, parce que c'est les thématiques un petit peu phares. C'est très difficile de se lancer maintenant aujourd'hui là-dedans. Mais il y a plein de sous-thématiques, de micro-thématiques, de loisirs, de hobbies, de trucs où les gens, c'est hyper facile en fait de faire du marketing parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Et où il n'y a personne. Moi, pour expliquer ça, je dis aux gens, est-ce que vous avez déjà essayé de taper quelque chose dans YouTube où vous avez trouvé personne pour en parler? En fait, moi, ça m'arrive tout le temps. Moi aussi, mais c'est ça. Et donc, il y a énormément de potentiel, quoi. C'est exactement. Ouais. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Tu vois, les gens, ils se plaignent de leur boulot, mais pourquoi il n'y en a pas un qui a fait une vidéo sur ce sujet? C'est ça dont j'ai besoin. Le mec, si tu fais une formation, je l'achète. Et tu vois, tous ces gens qui se plaignent, je travaille. Mais essaye de faire ça, quoi. Si t'aimes si t'aimes ce job, si t'aimes ta passion, si t'aimes ce hobby, essaye de créer un truc autour et t'auras plus jamais le droit de te plaindre de ton boulot parce que c'est toi qui auras créé ce boulot-là. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur passion. Non, mais bien sûr, après, évidemment. Mais après, c'est comme tout, il faut bien essayer. Non, mais je veux pas être binaire. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr, il y a des barrières à l'entrée. Mais quand on veut vraiment,
c'est pas assez compliqué. J'ai récemment acheté un livre qui s'appelle Boron Letter de Gary Albert. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. Ouais, je l'ai feuilleté, j'ai même pas tout lu. Ouais. C'est censé être la Bible du copywriting. J'ai vraiment du mal à lire en anglais. Ouais. J'utilise l'application Google Traduction, tu sais, avec l'appareil photo, tu arrives à scanner. Et du coup, c'est quoi le dernier livre que tu as acheté justement sur le marketing que tu pourrais recommander? Sur le marketing, le dernier bouquin, c'est So Good I Can't Ignore You de Cal Newport. D'accord. En fait, le titre m'a tellement fait plaisir que j'ai acheté le bouquin. Et puis avant, j'avais lu un autre bouquin de Cal Newport qui m'avait vraiment marqué, qui s'appelait... c'est un bouquin sur le travail, l'efficacité, sur la distraction, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. En gros, sur le fait qu'on a trop de distractions et qu'il faut s'en éloigner pour faire un travail profond et c'est ça qui nous rend heureux, etc. etc. So Good I Can't Ignore You, j'ai pas fini, hein, j'en suis peut-être au tiers. Et en fait, j'adore l'idée du bouquin qui t'explique que le bonheur dans ton travail, ça se trouve pas forcément, contrairement à l'idée populaire, en suivant ta passion, mais ça peut se trouver juste en devenant bon dans ce travail-là, en essayant de viser l'excellence dans ce travail-là. Et c'est un message qui est plein d'espoir parce qu'il te montre que dans n'importe quel boulot, t'as pas besoin, tu vois. Il y a un grand mal des gens qui ont mon âge, tu vois, de ma génération, la génération Y. Enfin, je sais pas quel âge t'as, peut-être un petit peu. 33. 33, peut-être juste après, mais peut-être que ta génération vit aussi, je sais pas. Mais il y a un grand mal de ma génération, c'est on veut trouver son truc, tu vois. On pense qu'il faut continuer à chercher, c'est un peu la mission de vie. Ouais, tu vois, mais c'est le discours de Stanford de Steve Jobs où il te dit suivez votre cœur et tant que vous ne l'avez pas trouvé, continuez à chercher, tu vois. Et ben c'est peut-être une connerie ce truc-là en fait. D'accord, t'es pas d'accord avec Steve Jobs alors? Et ben c'est peut-être une connerie parce que ce que Cal Newport explique en fait, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que Steve Jobs disait ça, mais en fait il n'a pas vécu comme ça. Ouais. C'est-à-dire que Steve Jobs n'a jamais été passionné par les semi-conducteurs, n'a jamais été passionné par les ordinateurs, en tout cas pas au début. Et au début il a fait ça complètement par hasard. Et en fait il t'explique tout ce qu'il a fait, tu vois, il a commencé à faire des petits boîtiers téléphoniques, des petits hacks, des petits machins. Au final ils se sont retrouvés à faire ça, puis comme ils gagnaient de l'argent, ils ont continué et après il est devenu bon là-dedans. C'est juste de l'opportunisme quoi. C'est ça. Après il est devenu bon et après ça a commencé à le passionner. Mais en fait il a fallu d'abord qu'il devienne bon. Et je pense que c'est peut-être ça aussi le truc, c'est qu'on cherche un truc qui nous plaît et on teste des tas de trucs et tu sais on teste pendant 3 semaines ou 3 mois et puis on passe à autre chose et puis on passe à autre chose et on swipe en fait tout le temps comme sur Tinder, on swipe, alors que c'est comme sur Tinder, peut-être qu'à un moment il faut s'arrêter de swiper, choisir une personne random et puis se dire allez je vais m'investir quoi et je vais essayer de devenir bon et de créer quelque chose de bien. Et ben c'est pareil en business, au lieu de swiper et ben se dire ok ce truc là c'est pas mal, ça correspond à ma personnalité, ça correspond à mes compétences, je vais essayer de devenir bon là-dedans, de creuser et en fait plus tu creuses dans n'importe quel domaine, plus le domaine devient intéressant parce que tu découvres ce qu'il y a au fond. Tu vois. Puis en plus t'en sais et moins t'en sais en fait. Bien sûr. C'est bien hyper large. Exactement. Il y a la surface, il y a ce qu'il y a en dessous. Et nous, ce qu'on voit de tout ce qui existe, c'est que la surface. Mais quand on gratte, on se rend compte qu'il y a une profondeur extraordinaire. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, on a le droit à un concert en même temps. Ouais, mais ça fait une musique d'ambiance, c'est cool. C'est top. Du coup, j'ai des questions de mes abonnés. Vas-y. Alors, j'ai Christophe qui me demande, enfin qui dit, as-tu déjà eu des pensées, voire des certitudes du genre, c'est pas pour moi, c'est pour les autres qui arrivent. Comment tu gères ça? Vu que la phase de lancement est très longue, ouais. Est-ce que tu es passé par cette phase-là où tu t'es dit, non mais ce truc-là, c'est vraiment pas pour moi? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a marché tout de suite en fait? Non, ça n'a pas du tout marché tout de suite, ça a marché au bout de 3 ans. Ça n'a pas du tout marché tout de suite, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je savais dès le début que c'était pour moi. Et j'ai découvert ce milieu-là grâce à un bouquin, un e-book tu vois, que j'ai téléchargé sur Amazon au hasard, complètement par hasard. J'ai lu cet e-book, c'est un gars qui promettait de gagner sa vie avec son blog. J'ai lu cet e-book et je me suis dit, c'est fait pour moi justement, c'est fait pour moi. Et parce que j'avais toujours voulu créer du contenu, j'ai toujours créé des tas de blogs comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai toujours fait des tas de petits projets à moi. Même pour te dire à quel point j'ai toujours aimé ça, quand j'étais petit, je lançais des petits journaux juste pour ma famille. Tu vois, on était 3 à les lire. Des petits journaux que je lançais chaque semaine. Je faisais ça chez ma mère, chez mon père. J'ai mis en place un système de boîtes aux lettres chez moi où j'avais collé des boîtes aux lettres en papier sur chaque porte et puis je mettais le journal dedans. Enfin, j'ai toujours eu cette passion-là de communiquer du contenu. Donc pour moi, ça part vraiment de ma passion. Et je pense que si tu découvres ce truc-là en disant c'est pas pour moi, t'as peut-être raison en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être aussi passionné que moi je l'étais quand j'ai débuté, ça c'est clair. Tu vois, je connais plein de gens qui ont réussi, qui sont pas du tout aussi passionnés que ça, ou qui sont passionnés par leur sujet, leur thématique, c'est très bien aussi. Mais
Mais si ça t'intéresse pas et que tu penses que c'est pas fait pour toi, mieux vaut pas se lancer, je pense. Parce que tu as peut-être raison. En fait. Ouais, parce qu'il faut quand même une dose de passion quand même pour faire du contenu. Oui, il faut pas paniquer parce qu'il y a plein d'autres métiers super qui sont peut-être faits pour toi. Par exemple, la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour toi et moi, c'est probablement un truc formidable, tu vois, on trouve ça génial, on se dit, ouais, c'est la liberté. Pour nous, il n'y a pas d'autre option, en fait, mieux que ça, c'est évident. Mais en fait, je me suis rendu compte avec les années qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça et qui n'ont pas envie de faire ça. Même s'ils trouvent ça sympa et tout, même s'ils te disent qu'ils ont envie de faire ça, souvent ils n'ont pas envie de faire ça. Parce qu'ils ont envie, en fait, de la réunion autour de la machine à café. Ils ont envie le matin de présenter leur projet à un patron et d'avoir les félicitations. Ils ont envie de tout ça parce que c'est normal, on a été configurés pour ça à l'école, tu vois, on nous a appris à être dans un groupe, à communiquer avec un groupe, à travailler avec un groupe, à avoir la récompense de ce groupe-là. Et c'est tout à fait normal que la plupart des gens adhèrent à ça. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, il y a une minorité, dirais, du style gaulois qui ne rentrent pas dans ce moule-là, qui n'ont jamais vraiment supporté l'autorité ou ces choses-là, et qui se disent non, moi, c'est juste pas pour moi. Et c'est ok en fait. On n'est pas obligé de tous faire la même chose. Hein. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui, justement, regardent ceux qui sont vraiment hauts dans des domaines et sont peut-être trop impressionnés, tu vois. Ah bah ça, c'est autre chose. Et mais du coup, ils se disent, bah alors c'est pas, si je peux pas les atteindre, c'est pas pour moi, tu vois. Il y a une différence entre se dire c'est pas pour moi et se dire je peux pas arriver à ce niveau-là. Tu peux te dire ça c'est pas pour moi parce que c'est trop haut, mais je peux quand même arriver au point où je gagne ma vie confortablement, où je suis pépère dans mon truc, où je fais mon truc quoi. C'est pour ça que c'est important aussi de pas trop balancer des gros chiffres et de rappeler aux gens par où t'es passé, de raconter ton histoire, d'expliquer qu'on n'est pas obligé de vouloir viser la lune. Moi je pense que on n'est pas obligé de tous être ambitieux. C'est pas, tu vois, l'ambition c'est juste un jeu en fait. Si t'aimes jouer, tu vois, l'argent c'est un jeu. Si t'as envie d'en gagner beaucoup, c'est un jeu. T'as envie de gagner beaucoup de points. C'est pas parce que t'en gagnes beaucoup que t'es supérieur aux autres. C'est pas parce que t'en gagnes beaucoup que t'as plus de valeur que les autres. Ça n'a rien à voir. C'est juste un jeu. Voilà. T'as gagné au Monopoly, ça veut pas dire que t'es supérieur à ta petite sœur. Tu vois, ça veut juste dire que là t'as eu un concours de chance et de stratégie et que t'as gagné. Voilà. Et ben, je pense que c'est pareil avec tout. Et je pense qu'on peut vouloir jouer à un autre jeu que ça. On peut vouloir jouer au jeu d'être le plus connu. On peut vouloir jouer au jeu d'être le plus libre possible. On peut vouloir jouer aucun jeu. On a le droit aussi. On peut vouloir ne jamais travailler de sa vie. Moi, j'ai aucun jugement sur ces trucs-là, tu vois. Les gens font ce qu'ils veulent et il faut qu'il y ait des ambitieux. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas ambitieux. Il ne faut pas culpabiliser les gens qui ne sont pas ambitieux. Il ne faut pas non plus dire que les gens qui sont ambitieux sont des connards, parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est clair. Et après, il y a ce truc-là où tu compares l'avant de la scène. Je pense que c'est ma marque qui dit ça. Oui. L'avant de la scène par rapport à tes coulisses. Et ça, c'est une des phrases qui a changé ma vie, par exemple. Ouais. Ne pas comparer sa vitrine avec la vitrine des autres avec son arrière-boutique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est tellement vrai. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à cause. Et puis moi, j'y contribue, tu vois, avec les 10 clés de la réussite sur ma chaîne où je montre des superstars. Ouais. Forcément quoi. Et c'est tellement vrai que les gens, c'est la façade qu'ils vont montrer. Et moi, c'est exactement pareil. On joue tous à ce jeu-là. On a tous un personnage, tu vois. On a plusieurs personnages. On a un personnage qu'on joue avec nos parents, un personnage qu'on joue avec nos amis, un personnage qu'on joue dans son couple, un personnage qu'on joue devant une caméra, face à son audience. Et il faut bien comprendre que c'est que des personnages. Et nous-mêmes, on est juste un mélange de tous ces personnages-là, avec tout un tas de problèmes et d'angoisses et de trucs personnels qu'on tire derrière nous et que personne ne verra jamais parce qu'on les garde pour nous, parce qu'on n'a pas envie de d'étaler notre malheur aux yeux des autres. Mais il y a plein de gens, moi j'en ai rencontré plusieurs, tu vois, des gens qui ont d'un point de vue extérieur un succès vraiment bon dans leur thématique ou dans leur domaine et qui en fait derrière ont plein de problèmes ou sont fatigués ou perdent le goût de ça ou se font chier ou ont des problèmes dans leur vie familiale. Enfin, et c'est vrai qu'on a ce truc là de se dire waouh, sa vie elle doit être tellement bien, mais c'est pas vrai. C'est comme le truc avec un des plus gros blocages des gens avec l'argent, c'est qu'on pense que les gens qui ont beaucoup d'argent n'ont aucun problème. Mais c'est pas vrai. Ils ont juste des problèmes, ils ont d'autres problèmes et tu t'échanges tes problèmes en fait. Il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. L'art subtil de s'en foutre, traduit comme ça en français, qui est génial. C'est un peu un bouquin d'anti-développement personnel, mais ça reste un bouquin de développement personnel parce qu'au fond ça t'apprend des trucs. Et en fait ce bouquin-là t'explique que la solution c'est pas de se débarrasser de tous ces problèmes, la solution c'est de choisir les problèmes que tu veux avoir dans ta vie. C'est pas génial comme philosophie ça. Ouais, c'est de choisir ses combats quoi. Exactement, tu vois. C'est choisir le jeu auquel on veut jouer. Exactement, mais les problèmes t'en auras toujours en fait. Et soit tu le vois en te disant putain j'ai vraiment une vie de merde, j'ai plein de problèmes, soit tu dis ok, chaque problème a un défi à résoudre, j'ai choisi ces problèmes là et c'est l'avantage aussi de créer sa boîte et d'être à son compte, c'est que tu peux pas te plaindre. Tu peux dire c'est la faute de l'État, machin, il y en a plein qui le font hein.
Mais au fond, tu as choisi cette vie-là. Alors arrête de te plaindre et prends ces problèmes comme un défi à résoudre. C'est pas facile, hein. Moi aussi ça me fait chier quand je paye mes impôts et qu'ils ne l'ont pas reçu et qu'ils m'envoient 50 000 lettres et qu'ils mettent des trucs en plus et que je comprends rien et que ma comptable elle me donne que des termes comptables et que je comprends encore moins. Évidemment que ça m'emmerde. Mais c'est les problèmes que j'ai choisis. Donc je peux pas me plaindre, je savais que ça allait être comme ça, tu vois, on m'a pas dit hein, c'est génial. C'est ça, il faut pas dire aux gens quand on c'est génial, c'est pas du tout génial. C'est juste, tu as plus de liberté, tu as plus de problèmes, c'est des problèmes différents. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai Youssef qui demande par quoi commencer lorsqu'on lance une chaîne YouTube, combien de vidéos il faut publier. C'est vraiment une question très pragmatique pour le coup. Moi, je suis un aficionado de la vidéo quotidienne. Ouais. Je fais chier tout le monde avec ça. Et tout le monde essaie de prouver que j'ai tort en me disant ouais non moi je connais un type qui est ouais on connaît tous un type comme ça mais moi je connais plein de types qui n'ont pas fait de vidéo quotidienne et qui se sont plantés tu vois. Toujours est-il que je connais personne et tu me tromperas, enfin tu me diras si je me trompe, je ne connais personne qui fait des vidéos tous les jours, qui sort des formations au moins une fois toutes les 2 semaines depuis on va dire plus de 3 mois et qui ne vit pas de son activité. Je connais pas non plus. Personne. Donc il faut essayer, et puis si tu n'en vis pas, tu seras le cas particulier qui fait tout ça et qui n'en vit pas. Mais il faut tester, c'est magique. Le contenu quotidien, ça te permet de devenir bon très vite, ça te permet de le rendre facile, ça permet d'en faire beaucoup, ça permet d'avoir plus de trafic, plus d'abonnés, de créer une relation de fidélité très très forte avec tes abonnés parce que tu rentres dans leurs habitudes quotidiennes. Et de faire des offres tout le temps parce que dans chaque contenu, bah, tu peux faire une offre et donc de gagner plus. Mais avec le contenu quotidien, tu sais, il y a le défi 30 jours, 30 vidéos qui avait été popularisé il y a quelques temps. Ouais. J'ai souvent vu des gens justement se lancer dans ce défi-là, regarder les stats et se dire ah ben en fait il n'y a rien qu'à bouger. Ouais, 30 jours c'est pas assez je pense aussi. Et je pense en fait c'est pas, tu hackes pas en fait l'algorithme de YouTube, en fait ce que tu hacks c'est ta façon de faire des vidéos oui, je suis en fait. Oui, bien sûr. Donc quand tu fais ce défi-là, ça va te permettre de faire des meilleures vidéos et donc probablement d'avoir après plus d'abonnés. Mais les gens, ils restent au chiffre en fait, parce que c'est le plus gros chiffre qui est sur ta chaîne. Donc je pense que... Non mais en plus 30 jours, évidemment que ton audience elle n'a pas bougé en 30 jours, c'est rare. Ça peut arriver. Moi j'avais fait un défi de 30 jours sur mon blog et mon audience avait doublé ou triplé, j'avais eu de très bons résultats. Mais évidemment sur YouTube il faut plus de 30 jours pour que les vidéos se référencent vraiment quand tu débutes. Mais souvent sur YouTube le succès est un accident. Tu demanderas à beaucoup de youtubeurs, ils se sont dit bah au début je galérais et puis il y a une vidéo qui a explosé et ensuite tout allait bien. Ouais, c'est clair. Et ben l'accident il a plus de chances de se produire si tu publies 30 vidéos en 30 jours que si tu en produis 2. Ouais, la probabilité elle est plus grande. Bien sûr, c'est une question de maths quoi. Mais après je connais plein de gens, tu vas me donner par exemple l'exemple de Stan Leloup que j'aime bien, tu vois, c'est un type, tu vois, je respecte, il fait du bon boulot, qui est un autre marketeur. Il sort une vidéo, je sais pas, peut-être tous les mois, enfin j'en sais rien, en ce moment j'en vois pas beaucoup. Ces vidéos cartonnent littéralement, elles sont excellentes, très très bien léchées et il fait beaucoup de ventes. Donc il y a des contre-exemples. Mais encore une fois, je connais plein de gens qui essaient de faire comme lui et qui n'y arrivent pas. Ouais. Mais je connais personne qui fait comme moi et qui n'y arrive pas. Ça demande évidemment une rigueur, hein, mais... Ouais, c'est clair. Et du temps un petit peu. Mais... Du coup, j'ai Ahmed qui demande comment appliquer ce qu'on apprend et aussi une autre question qu'il avait, comment tu te vois dans 10 ans. Donc 2 questions. Ouais, alors comment appliquer ce qu'on apprend en l'apprenant au bon moment, je dirais. Ouais. Moi j'aime pas bien des choses dont t'as pas besoin. Tu sais, il y avait un truc qu'on avait appris en économie, je sais plus, c'était le toyotisme, tu vois, c'est comment Toyota vend des voitures. Ouais. Et ils ont un principe qu'ils appellent le juste à temps, enfin c'est comme ça que Toyota est devenu Toyota, tu vois, au début. Ils ont un principe qui s'appelle le juste à temps, c'est-à-dire que c'était les seuls à l'époque à faire ça. Les gens commandaient la voiture, ils choisissaient la couleur et les options, et après qu'ils aient commandé, ils produisaient la voiture. Et il l'envoyait directement, flux tendu, tu vois, il n'y a pas de stock, il n'y a rien à gérer, zéro papier, zéro stock, zéro ça, toyotisme. Et ben moi j'aime bien cette approche avec l'apprentissage, c'est-à-dire qu'au lieu d'acquérir beaucoup d'informations en très peu de temps, de devoir gérer des stocks d'informations que tu vas oublier, tu vas en oublier les 3/4, surtout si tu ne les appliques pas, et d'essayer ensuite de se retrouver dans cette espèce de magma d'informations pour se faire une route, je suis pas fan de cette approche-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'approche juste à temps, c'est-à-dire j'ai besoin de faire ça, je sais pas, j'ai besoin d'acheter un appart, bah, je vais acheter 2 bouquins sur l'immobilier, je vais les lire et je vais appliquer au fur et à mesure ce que j'apprends pour ce dont j'ai besoin. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé et c'est comme ça que j'arrive à appliquer ce que j'apprends et quand je le fais pas, j'oublie de toute façon. Tu vois. Ou alors je l'entre dans mes notes, tu vois, mais
Sinon j'oublie. C'est marrant parce que j'ai quelqu'un à qui j'ai recommandé de d'abord vendre une formation qui voulait lancer et après de la produire. Ouais, Je dis mais non mais je peux pas faire ça, enfin tu vois il y a toujours cette crainte et je dis mais même les mecs qui produisent des voitures le font. Enfin je veux dire l'exemple il est partout, quand tu achètes quelque chose dans un restaurant il a pas préparé ton plat avant. C'est super exemple putain. Donc, bon exemple, j'aurais utilisé ça c'est bien. Je viens de le trouver là à l'instant. J'ai dû l'entendre. T'es bon en métaphore, c'est bien ça. Mais voilà quoi, le juste à temps et puis toute la méthode Lean en fait, Lean Startup. Complètement. Bah pareil avec l'apprentissage, ça marche. Et du coup, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est marrant, c'est vraiment la question qu'on pose à chaque fois. Je sais pas, les gens ont une obsession pour cette question-là. Moi je sais pas, personnellement je sais pas où je serais dans 10 ans. C'est bizarre, mais moi non plus. Et c'est bizarre parce que c'est une question que moi j'ai jamais envie de poser à personne parce que je la trouve inutile. Parce que déjà il y a 10 ans, j'aurais jamais pu savoir ce que je ferais aujourd'hui. Ensuite, j'en ai aucune idée de à quoi le monde ressemblera dans 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup à notre échelle, tu vois. Je sais pas quoi répondre à cette question. Moi, j'espère que je ferai. J'ai quand même trouvé un truc qui me plaît beaucoup. J'ai trouvé une activité dans laquelle je m'épanouis énormément, qui correspond parfaitement à ma personnalité. C'est-à-dire que je rentre parfaitement dans la case. Je pense pas que je balancerai tout pour faire un truc qui n'a rien à voir. C'est sûr que je vais tenter d'autres formats. C'est sûr que je vais prendre des routes un petit peu différentes au sujet des thématiques. Je vais tester des choses qui vont m'intéresser d'ici là. Peut-être j'aurai complètement changé de thématique, j'en sais rien. Mais je serai dans la création de contenu, c'est ma vie, tu vois. Je fais depuis que j'ai 8 ans, je crée du contenu. Je vais pas m'arrêter à 35 ans. Quoi. Et du coup, j'ai ma toute dernière question, donc ça c'est la mienne, que je pose systématiquement à toutes les personnes que j'interviewe. C'est quoi ta définition de la réussite? Ça aussi c'est une vaste question, je sais pas. Je pense que c'est tellement personnel en fait. C'est ça le problème, c'est que on a la réussite et on a sa réussite, tu vois. Et le problème c'est que la réussite aujourd'hui, c'est une image très précise dépeinte par beaucoup de gens qui nous disent c'est notamment par nos parents et c'est normal, ils veulent notre bien, tu vois. Ils nous disent c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir un couple stable, de se marier, d'avoir des enfants. C'est, je sais pas, c'est d'avoir une montre d'avoir une belle montre, à 40 ans, d'avoir exactement, d'avoir une belle voiture, tous ces trucs-là. Et en fait, ça, on peut appeler ça comme on veut. Le problème, c'est que c'est le même mot qu'on utilise en fait. On ne devrait pas appeler ça la réussite. On devrait appeler ça un statut particulier. Il y a le bonheur aussi. Ouais, c'est ni la réussite ni le bonheur. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est juste un truc. Voilà, c'est une idée, si tu veux, de la réussite ou un truc qui fait plaisir à beaucoup de gens, ou qui fait envie en tout cas à beaucoup de gens. Mais ça n'a rien à voir avec la réussite. La réussite, ça correspond à toi, à tes valeurs, à tes envies, à ce que tu as envie de faire. Il y a des mecs qui ont envie d'aller lever des chefs dans l'Arzac, d'autres qui ont envie de devenir multimillionnaire, de devenir Trump, de faire de la politique. Tu vois, pour moi, la réussite, c'est pas en tout cas personnellement, ce ne sera pas de devenir ministre, parce que c'est un truc qui me fait pas du tout, mais alors pas du tout envie. Par contre, devenir très très bon dans un domaine qui m'intéresse, avoir une audience fidèle, bien gagner ma vie confortablement, avoir une vie choisie, avoir une vie libre, être entouré des personnes que j'aime, pour moi c'est ma réussite personnelle. Mais je ne peux pas juger celle des autres et les autres ne peuvent pas juger la mienne, sachant qu'on n'est pas les mêmes personnes. Mais c'est ta définition de ta réussite, quoi. Tous une vision différente du monde, tu vois. Même les gens qui te suivent et qui te ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont peut-être une vision du monde à 70% comme la tienne, mais il reste 30% qui n'a rien à voir, tu vois. Et donc l'erreur, c'est de vouloir appliquer une même vision du monde à tout le monde. Et c'est ça c'est une fabrique de malheur et de gens malheureux de faire ça en fait. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, vu que tu n'es plus sur YouTube, ou peut-être que tu vas faire des réapparitions, je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être le seul moyen de me suivre au quotidien, c'est de s'abonner à mes emails. C'est des emails privés qui sont envoyés à une base de données privée. Pour les recevoir, il faut aller sur antoinebm.com, mon site, et s'inscrire sur un des formulaires de capture. Ok, moi je mettrai un lien en description pour que les gens aillent te voir. En tout cas, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli aujourd'hui puis d'avoir permis cette interview. Merci d'être venu, c'était sympa. Et voilà, merci, salut. Salut Anthony. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Et si vous aussi vous voulez créer un univers propre à vous, j'ai créé un livre, un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est téléchargeable en lien juste en dessous. C'est un e-book que j'ai créé à la suite de mes 10 ans de carrière en agence de communication où on me demandait de créer quotidiennement des concepts innovants pour des entreprises. Et j'ai trouvé ça idiot de garder toutes ces formules magiques pour moi. Je les ai mis dans un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est gratuit, qui est en lien en description. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!